La place, comment est arrivée dans votre vie la philosophie? Si pour répondre d'un point de vue autobiographique, ce à quoi vous me poussez, je crois que mon goût pour la philosophie, quand je l'ai découverte au lycée, en classe terminale, et même un peu avant par la lecture de tel ou tel livre, s'explique à la fois par le plaisir de penser. La pensée est aussi un plaisir, mais également par la difficulté de vivre. Au fond, moi j'étais un enfant grave, plutôt porté à la mélancolie ou à l'anxiété. J'étais d'ailleurs un élève tout à fait moyen, peu travailleur et dissipé. Et quand j'ai découvert la philosophie en terminale, je me suis trouvé pour cette discipline et un goût et des facilités que je n'avais pas prévues. C'est-à-dire que pour la première fois de toutes mes études, j'étais non seulement premier à chaque dissertation, mais de très loin. C'est-à-dire, j'avais 17, le second avait 11, si vous voulez. Et ça m'a surpris moi-même. Et quand on constate en soi à la fois une puissance de pensée et une difficulté à vivre, il paraît logique de mettre sa puissance de pensée au service de sa faiblesse de vivre. Eh bien ça, je dirais, c'est le geste même de la philosophie. À la limite, ceux qui sont tellement doués pour la vie qu'ils se réveillent joyeux tous les matins, alors à condition que ça ne soit pas en se racontant des histoires, mais ça peut arriver. Ceux qui ont une espèce de sagesse spontanée, en toute rigueur, il pourrait se passer de philosophie. Alors, il reste le plaisir de penser, il reste le jeu intellectuel, vous voyez, mais il n'en aurait pas un besoin vital. Moi, je fais partie, mais comme beaucoup d'entre nous, en vérité, parce que les gens qui se réveillent tous les matins de bonne humeur, reconnaissons que c'est quand même pas le plus fréquent. Je fais partie de ceux pour qui la vie paraît plutôt difficile, angoissante, fatigante, décevante. Bref, tragique en quelque chose. Alors c'est le thème de ce dernier livre, il faut en dire un mot en guise d'introduction avant de revenir à vos questions. Donc le livre s'appelle « Du tragique au matérialisme et retour ». Alors expliquons un petit peu ce titre mystérieux. Du tragique au matérialisme, ça veut dire que j'ai commencé par le tragique, au sens philosophique du terme. Il se trouve que les premiers livres de philosophie que j'ai lus, en l'occurrence avant de faire de la philosophie vraiment au lycée, en terminale, ça devait être en seconde ou en première, après j'avais 16 ou 17 ans, les premiers livres de philosophie que j'ai lus ont été dans l'ordre Les Pensées de Blaise Pascal, Crainte et tremblement de Kierkegaard, enfin Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Bref, 3 auteurs qu'on rentre traditionnellement dans le courant de la pensée tragique. Alors c'est quoi le tragique au sens philosophique? C'est pas forcément le malheur. Le mot, bien sûr, vient d'abord de la littérature. La tragédie, c'est un genre littéraire. Mais quand Aristote essaye de penser le tragique, dans son livre qui s'appelle La Poétique, Aristote dit qu'au fond, le tragique se reconnaît à 2 affects particuliers, la crainte et la pitié. Et je pense qu'il a raison. Autrement dit, le tragique au sens philosophique du terme, c'est la prise en compte de ce qu'il y a de pitoyable et d'effrayant dans la condition humaine. Alors ça n'est pas le tout de la condition humaine, il y a aussi des moments de plaisir, de joie, de bonheur, fort heureusement. Mais il y a aussi dans la condition humaine une dimension pitoyable ou effrayante. Effrayante, la mort, par exemple, mais aussi bien la souffrance, et pitoyable à ce qu'il y a de dérisoire souvent dans nos existences. Pardon. À trouver dans ce courant tragique quelque chose qui parlait à sa sensibilité. Et puis, mai 68 est arrivé. J'avais 16 ans, j'étais lycéen à Paris, bien sûr toute ma vie en a été bouleversée, et la passion politique emporte à tout pendant quelques années. Je suis devenu marxiste, comme tout le monde à l'époque, dans ma génération. Et donc, il m'a paru assez vite, et pendant quelques temps, qu'au fond, ce que j'appelais le tragique, disons, reprenons le vocabulaire de l'époque, c'était un peu des angoisses de petits bourgeois.
et que la révolution d'une part et le matérialisme philosophique d'autre part, depuis Épicure jusqu'à Louis Althusser, allaient me guérir de tout ça. Eh bien, disons que la vie et la philosophie m'ont amené à déchanter assez vite. Non pas tellement parce que j'ai renoncé effectivement à l'idéal révolutionnaire de ma jeunesse, mais surtout parce que lisant les philosophes, et en effet les philosophes matérialistes, ceux dont je me réclame le plus souvent, d'Épicure à Louis Althusser, en passant par Marx, Freud, Lévi-Strauss, par exemple, ça reste mon courant de pensée. Mais simplement, j'étais frappé par le fait que beaucoup de ces penseurs, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, tendaient à évacuer le tragique. Et c'est le cas y compris chez les deux philosophes dont je me sens le plus proche, Épicure d'une part et Spinoza d'autre part. Alors juste deux exemples très rapidement. À la fin d'un Dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. Quand j'avais 20 ans, ça me paraissait formidable, exaltant, enthousiasmant. Et c'est vrai que c'est très beau. Sauf que vivre comme un dieu parmi les hommes, vous pouvez essayer. Mais sincèrement, ça ne marche pas. Si je vous disais, je ne ressemble en rien à un être mortel, parce que je vis parmi des biens immortels, vous diriez, comme mes enfants, ils se la pètent, ils se la jouent. Comment voulez-vous que je ne ressemble en rien à un être mortel, puisque je suis un être mortel? Alors j'entends bien que pour Épicure, la mort n'est rien. Pour moi non plus. La mort, pour l'athée que je suis, c'est le néant. Et donc avoir peur de la mort, c'est avoir peur de rien. Très bien, mais avoir peur de rien, c'est la définition même de l'angoisse. Or, l'angoisse fait partie aussi de la condition humaine. Et puis, même si la mort n'est rien, nous mourrons. Et ça, ce n'est pas rien. Vous voyez donc chez Épicure, que j'adore par ailleurs, une dénégation de la mort, de la mortalité, de la finitude, et donc une dénégation du tragique. Même chose, et je m'arrête là chez Spinoza, que là encore je vénère. Pardon, excusez-moi, j'ai un début de rhume. Mais à la fin de l'éthique, au livre 5 de l'éthique, Spinoza écrit que pour le sage, la partie de lui qui mourra est comme rien par rapport à la partie de lui qui ne mourra pas. Alors vous allez croire, c'est l'immortalité de l'âme, pas du tout. Parce que pour Spinoza, la partie de vous, de moi qui mourra, c'est quoi? C'est le désir, l'imagination, la mémoire, l'affectivité, la sensibilité, bref, c'est vous, c'est moi. Et la partie de vous et de moi qui ne mourra pas, c'est quoi? C'est la vérité. Mais ni vous ni moi, nous ne sommes la vérité. Et donc en vérité, nous allons mourir tout entier. Et c'est bien pourquoi d'ailleurs je n'ai jamais été en l'occurrence spinoziste. Contrairement à ce qu'on a parfois dit, c'est vrai, j'admire Spinoza, mais je ne suis pas spinoziste. Et donc là encore, il y a chez Spinoza une dénégation de la finitude, une dénégation au moins partielle du tragique. Bref, j'ai voulu revenir, tout en restant dans ce courant de pensée matérialiste, Épicure, naturaliste, rationaliste, Spinoza, j'ai voulu revenir à des pensées plus humaines, qui est, sans renoncer au matérialisme, à l'athéisme, au rationalisme, cesse d'évacuer la dimension tragique de la condition humaine. Et c'est le thème le sens du et retour. Voilà. J'étais parti du tragique, j'ai cru un temps que le matérialisme allait m'en éloigner, m'en guérir. Eh bien, force maintenant de reconnaître que ce n'est pas vrai. Et ce que j'essaye de penser, alors c'est ce que j'explique dans la très longue introduction, parce que au départ, c'est un recueil d'articles d'histoire de la philo, qui s'étale sur 25 années. Ça explique que le livre soit très gros, c'est 25 ans de travail. Mais j'ai ajouté à ce recueil d'articles une très longue introduction et une encore plus longue conclusion, ça fait 110 pages la somme des deux, qui font le point inversement sur ma pensée actuelle, sur le point où je suis parvenu. Et je l'ai vécu comme une espèce d'aboutissement. C'est-à-dire que je crois n'avoir jamais mieux exprimé ce que j'avais à dire, ni même jamais mieux pensé ce qu'était ma philosophie que dans cette introduction et dans cette conclusion. Voilà, le et retour, donc j'essaie de revenir à une forme de tragique, tel qu'on le trouve chez Blaise Pascal, évidemment, tel qu'on le trouve chez Montaigne. Et c'est pourquoi le fil conducteur de tout ce livre, au fond, c'est que... La définition que vous donnez, vous, du tragique dans votre livre, en une phrase, je vais la lire si vous permettez.
Pour vous, le tragique, c'est la prise en compte, il fallait essayer de donner une définition du matérialisme, philosophie de la mort ou philosophie de la vie. Comment est-ce qu'on pourrait définir le matérialisme, pour vous, le sens que vous lui donnez, avant d'aller plus avant? Alors le matérialisme au sens philosophique du terme, parce que le mot a deux sens très différents, il y a le sens trivial et le sens philosophique. Alors au sens trivial, le matérialiste, c'est celui qui n'a pas d'idéaux, qui ne vit que pour les plaisirs matériels, la bouffe, le sexe, le confort. Et bien sûr, ça n'est pas en ce sens qu'on parle de matérialisme en philosophie. Ça n'empêche pas d'aimer les plaisirs matériels, mais si on fait de la philosophie, c'est penser que tout est matière ou produit de la matière. Autrement dit, être matérialiste, c'est penser qu'il n'existe aucun être immatériel, et donc spécialement aucun Dieu immatériel, et aucun monde immatériel à la façon de Platon, aucun monde d'idées qui existerait en elle-même. Et plus concrètement, être matérialiste, c'est donc penser qu'il n'existe pas d'âme immatérielle, pas d'esprit immatériel. Bref, être matérialiste, c'est penser que ce qui pense en moi, ce n'est pas une âme ou un esprit immatériel, c'est mon cerveau, qui est bien sûr aussi matériel que quelque autre organe que ce soit. Et c'est pourquoi le matérialisme est lié au départ à la pensée de la mort. C'est que si je suis mon corps, parce qu'un penseur idéaliste dira j'ai un corps, ça veut dire que je ne suis pas la même chose. Le matérialiste que je suis ne dirait pas j'ai un corps, il dirait je suis mon corps, du verbe être. Eh bien si je suis mon corps, la mort de mon corps, la dissolution de mon corps, c'est ma disparition pure et simple. Et c'est pourquoi il y a dans l'athéisme une dimension de désespoir, parce que si Dieu n'existe pas et s'il n'y a rien après la mort, reconnaissons à nouveau qu'il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine. Et tout le but de la philosophie, dans ce courant matérialiste-là, c'est de ne pas faire de ce désespoir un malheur, mais au contraire d'en faire des leçons de vie. Et c'est pourquoi, à votre question, est-ce que le matérialisme est une pensée de la mort ou une pensée de la vie? Il est les deux, bien sûr. Il est une pensée de la mort comme horizon ultime, définitif, mais donc de la vie comme exception précieuse et rare. Et je dirais que la vie est d'autant plus précieuse, justement, que nous ne savons qu'elle ne durera pas toujours. Alors je retrouve là, si vous voulez, une idée qui m'avait beaucoup touché dans mon adolescence, là encore, là je vais avoir 14 ou 15 ans, dans les nourritures terrestres d'André Gide. André Gide, aussi athée que moi, si j'ose dire, écrivait une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. Et c'est l'une des premières phrases que j'ai vraiment admirée, à la fois dans sa beauté formelle, y compris avec l'apparente et très habile maladresse de la répétition du pas assez, qui n'est qu'une beauté de plus, mais aussi pour sa vérité. Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. Autrement dit, si nous nous rappelions plus souvent que nous allons mourir, et si nous étions davantage convaincus qu'après la mort, il n'y a rien, eh bien chaque instant de notre vie deviendrait d'autant plus précieux qu'il se détache, comme dit là encore André Gide, sur le fond très obscur de la mort. Et c'est ainsi que le matérialisme, qui assume ce qu'il y a de désespérant dans la condition humaine, débouche sur une sagesse de la vie, sur une sagesse du bonheur, sur une sagesse de la joie. C'est justement parce que nous allons mourir qu'il faut vivre le mieux que nous pouvons. Alors de ce point de vue, je retrouve évidemment et mon Épicure et mon Spinoza. Calomnier la mort. Vous parlez d'abîme, moi je dis ce peu profond ruisseau calomnier la mort. C'est pas l'océan que vous allez traverser, c'est le presque rien qui sépare l'agonisant du cadavre. C'est l'une de mes raisons d'être en faveur d'une libéralisation de l'euthanasie et du suicide assisté, parce que ce ruisseau, j'ai pas envie de le traverser pendant 6 mois de souffrance, si je peux le faire en 30 secondes d'euthanasie, si vous les voyez, mais arrêtons de faire de la mort je ne sais quelle infinie. C'est pas la mort qui compte, c'est la vie, bien sûr. Alors c'est pourquoi parfois certains partisans militants de l'ADMD, donc l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, vous avez dit je suis parti de son comité d'honneur, c'est vrai, ils m'ont demandé, j'ai accepté. Mais des fois je trouve qu'ils accordent trop d'importance au droit de mourir. Oui, je pense qu'on a le droit de mourir, mais ils en font parfois le droit suprême, pas du tout. Le droit suprême, c'est pas le droit de mourir, c'est le droit de vivre, bien sûr. Et donc voilà, ne restons pas fascinés par le faux infini de la mort.
apprenons à habiter joyeusement ce qu'il est donné, c'est-à-dire la finitude de vie. Alors, un mot malgré tout sur le tragique. Il faut y revenir parce que depuis en gros 150 ans, ce mot tragique, tel que je l'ai évoqué chez Aristote, donc ce qu'il y a d'effrayant et de pitoyable dans la condition humaine, a été fortement modifié par Nietzsche. Puisque Nietzsche, avec le culot qui est le sien, écrit tranquillement que Aristote n'a rien compris au tragique. Alors déjà, moi je vais vous dire, quand quelqu'un me dit qu'Aristote n'a rien compris à quoi que ce soit, je soupçonne que le quelqu'un en question soit un imbécile. Même si c'est Nietzsche. Non, mais un imbécile ou que ça soit Nietzsche. Voilà. Mais a fortiori, quand il me dit qu'il n'a rien compris au tragique, alors que Nietzsche connaissait par cœur, ou quasiment, les tragédies d'Échille, de Sophocle et d'Euripide, je suis quand même très très perplexe. Y compris si c'est Nietzsche. Qui plus est, Nietzsche écrit que les tragiques eux-mêmes, Échille, Sophocle, Euripide, ont méconnu le tragique. Pourquoi? Parce que, écrit Nietzsche, le héros tragique est gai. Voilà ce qui a échappé aux auteurs de tragédie. Alors le fait est que la gaieté foncière d'Oreste ou d'Antigone n'est pas ce qui frappe d'abord. Mais est-ce que ça veut dire que Échille, Sophocle et Euripide n'ont rien compris? Ou est-ce que ça veut dire que Nietzsche, ce qui est bien sûr son droit, se donne une conception du tragique qui n'a rien à voir avec son sens traditionnel? Pour ma part, et n'empêche pas que Nietzsche soit un génie, par ailleurs, et d'ailleurs je m'explique avec lui dans 3 longs articles de ce recueil. Mais pour ma part, l'idée que l'affect tragique par excellence, ça soit la joie. Hein, ce qu'on lit chez Gilles Deleuze et chez Clément Rosset, 2 personnages pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour le premier et d'amitié pour le second. Qu'il y ait parfois des joies tragiques, j'en suis d'accord. Mais que l'affect tragique par excellence soit la joie, je n'en crois rien. Et donc je suis revenu au sens traditionnel, celui d'Aristote, mais en le précisant. Donc Aristote nous dit, voilà, le tragique c'est la crainte et la pitié. Commençons par la pitié. Je suis d'accord avec Aristote. Ce qui est tragique, c'est ce qui inspire la pitié, mais en 2 sens différents, qui correspondent aux 2 sens en français moderne de l'adjectif pitoyable. Parce que ce qui est pitoyable, explique les dictionnaires, c'est ce qui peut susciter la pitié, la compassion, un malheur extraordinaire. Par exemple, quand Oedipe découvre qu'il a tué son père et épousé sa mère, on éprouve pour lui de la pitié, parce qu'il est au comble du malheur. Mais, nous disent les dictionnaires, pitoyable, ça peut désigner non seulement ce qui mérite la compassion, mais ce qui mérite le dédain, ce qui est sans valeur, ce qui est vain, ce qui est dérisoire. Et c'est tout à fait autre chose. Dans un cas, vous avez ce que j'appelle le tragique du pire, le tragique des tragédiens. Dans l'autre cas, vous avez ce que j'appelle le tragique du dérisoire, le tragique de la banalité, le tragique du quotidien. Par exemple, dans la Bible, le tragique du pire, c'est évidemment le livre de Job. Le tragique du dérisoire, c'est le livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Les deux sont vrais. Ils décrivent tous les deux le tragique, mais ce n'est pas le même tragique. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais sur le tragique. Alors, les anciens ont plutôt privilégié le tragique du pire. Les modernes, plutôt le tragique du dérisoire. Par exemple, la phrase la plus tragique de toute la littérature française, pour mon goût, c'est la phrase qui clôt l'éducation sentimentale de Flaubert. Je vous rappelle la scène, pour ceux qui ne l'auraient pas en tête. Ça se passe, donc c'est les dernières pages du livre, les 2 héros, Frédéric Moreau et son copain Deslauriers, se retrouvent. Ils ont la 50aine, ils s'étaient perdus de vue depuis une 20aine d'années. Ils dînent ensemble et ils font, comme on fait souvent en vitesse, le bilan de leur vie, qui est un échec total, pour l'un comme pour l'autre. Et ils se racontent des souvenirs de jeunesse. Notamment, ils se racontent leur virée chez la Turque. La Turque, en l'occurrence, c'était le bordel de la petite ville de province dans laquelle ils habitaient l'un et l'autre. Ils étaient copains d'enfance. Et un jour, à 16 ou 17 ans, ils décident d'aller se faire dépuceler au bordel chez la Turque. Ils mettent leurs plus beaux costumes, ils cueillent un bouquet de fleurs chacun, et puis ils vont frapper à la porte du bordel.
La porte s'ouvre et là, il voit un petit groupe de femmes demi-nues et rieuses parce qu'elles voient des adolescents endimanchés et intimidés. Ça les amuse. Et croyant que ces prostituées se moquent d'eux, voilà que Frédéric Moreau et Deslauriers s'enfuient en courant. Autrement dit, ils ne sont même pas rentrés. Il ne s'est rien passé. Ils sont aussi puceaux après qu'avant. Eh bien, Frédéric Moreau dit à son ami Deslauriers, c'est là ce que nous avons eu de meilleur. Et son ami lui répond, et c'est la dernière phrase du livre, oui, c'est là ce que nous avons eu de meilleur. Et bien qu'à 50 ans, faisant le bilan de sa vie, on se dise que ce qu'on a eu de meilleur, c'est quelque chose qui ne s'est même pas passé, un souvenir plutôt ridicule et assurément dérisoire, eh bien ça en dit long sur ce que Flaubert appelle ailleurs l'éternelle misère de tout. Le tragique du pire, c'est Sophocle, Eschyle, Euripide, c'est Corneille, Racine, Shakespeare, ou Shakespeare, Corneille, Racine. Le tragique du dérisoire, c'est Tchekhov, par exemple. C'est Beckett, c'est Ionesco. Il m'est arrivé à propos de l'Ecclésiaste, dans un article qui consacre l'Ecclésiaste dans ce livre, d'écrire tout ce qui n'est pas tragique est dérisoire. Et j'en suis au fond assez d'accord. Mais si on accepte que le dérisoire est une forme encore du tragique, ou si on accepte qu'il y a ces deux formes de tragique, tragique du pire, tragique du dérisoire, ça veut dire que tout ce qui n'est pas tragique au premier sens du terme, tragique du pire, est tragique au second, tragique du dérisoire. Et c'est en quoi la condition humaine est tragique. Alors, encore une fois, il n'y a pas que ça. En ce moment, vous n'êtes pas face au pire. J'espère n'être pas trop dérisoire. Voyez. Et donc, voilà, est-ce qu'il y a bonheur de philosopher? J'espère qu'en ce moment, voilà, on est heureux de philosopher ensemble. Mais qui peut croire que la philosophie va nous protéger définitivement contre le malheur? Qui peut croire que la philosophie va nous empêcher de mourir? Qui peut croire que la philosophie va nous guérir de toute angoisse? Arrêtez de vous raconter des histoires, dirait Louis Althusser. Voilà pour la pitié. Je ne peux pas être aussi long sur la crainte. Sauf que je dis qu'Aristote a raison là encore de dire que le tragique se reconnaît à la crainte. Sauf qu'il y a deux types de crainte. Et quand on lit les tragédies antiques, le plus étonnant, c'est que le tragique culmine quand il n'y a plus rien à craindre. Parce qu'une fois que Oedipe a découvert qu'en effet il a tué son père, qu'en effet il a épousé sa mère, que voulez-vous qu'il redoute? Le pire a déjà eu lieu. Vous savez, la phrase que j'ai peut-être citée le plus souvent de toute ma vie, c'est une phrase de Spinoza qui écrit dans l'Éthique, « Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. » Et le plus souvent, c'est vrai. Si vous espérez être reçu à un examen, vous avez peur de le rater. Si vous avez peur de le rater, vous espérez être reçu. C'est le plus souvent vrai. Mais ce qui me frappe, c'est que je cite cette phrase depuis 40 ans, personne ne m'a jamais fait une seule objection. C'était simple, il n'y avait qu'à trouver un contre-exemple. En voici un. Si je vous dis, j'ai peur de la mort, vous n'allez pas me dire, ah bon, tu espères ne pas mourir? Ah non, non, j'espère pas ne pas mourir, je sais bien que je vais mourir, mais ça ne m'empêche pas d'avoir peur. Quand Pascal écrit dans les pensées, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Ne pas lui dire, ah bon, tu espères qu'ils vont se mettre à parler? Non, non, il n'espère rien, Pascal, des espaces infinis. Autrement dit, vous voyez, le plus souvent, la peur suppose l'espoir. J'ai peur de tomber malade, ça veut dire j'espère rester en bonne santé. Et c'est ce que j'appelle la crainte. Là, Spinoza a raison, il n'y a pas d'espoir sans crainte, pas de crainte sans espoir. Mais il y a aussi des peurs qui ne laissent aucune place à l'espoir, parce qu'elles ne portent pas sur le possible, elles portent sur le réel ou sur l'inévitable. Eh bien, ces peurs-là, je les appelle non pas des craintes, mais des effrois, l'effroi. L'effroi est le sentiment tragique. Quand Oedipe découvre qu'il a tué son père et puis sa mère, il n'espère plus rien. Il ne va pas espérer qu'il ne l'a pas tué, il sait qu'il l'a tué. Il ne va pas espérer qu'il n'ait pas épousé sa mère, il sait qu'il l'a épousée. On n'est plus dans la crainte, on est dans l'effroi. Et c'est pourquoi le sentiment tragique par excellence, c'est en effet la peur de la mort. Non pas qu'on espère ne pas mourir, on sait bien qu'on mourra tous. Vous avez là une peur qui ne laisse aucune place à l'espoir, alors ce qui rejoint ce que j'appelle le désespoir dans d'autres livres, et ce que j'appelle l'effroi.
Et donc le tragique, pour moi, c'est ma contribution à la pensée d'Aristote. Oui, le tragique se reconnaît à deux affects, la pitié et la crainte. Mais la pitié, il faut la prendre aux deux sens de l'adjectif français pitoyable. Tragique du pire, ce qui inspire la pitié, la compassion. Tragique du dérisoire, ce qui inspire le dédain. Et puis oui, le tragique se reconnaît à la crainte, ou plutôt, le tragique se reconnaît à l'effroi. C'est-à-dire que l'affect tragique par excellence, c'est la peur quand elle ne laisse plus rien à espérer. Alors encore une fois, je l'ai déjà dit, mais j'y insiste, ça n'est pas du tout le tout de la condition humaine. Et le plus souvent, d'ailleurs, on pense à toute autre chose. En un sens, heureusement, on ne passe pas non plus sa vie à penser à la mort. Mais vous comprenez bien que celui qui voudrait évacuer ces deux dimensions, qui n'aurait aucun sentiment du pire, ni du pitoyable, ni du dérisoire, et celui qui évacuerait tout ce qu'il y a d'effrayant dans la condition humaine, à commencer par la mort, mais aussi bien la solitude, l'insatisfaction, la souffrance, il vivrait dans le mensonge. Il vivrait dans la dénégation. Or, la philosophie, pour revenir à tout début de notre débat, c'est d'abord l'amour de la vérité. Oui, c'est vrai que le but de la philosophie, mais comme de toute activité humaine, c'est le bonheur. Mais le bonheur, s'il est le but de la philosophie, je l'ai dit bien souvent, il n'est pas sa norme. Le but d'une activité, c'est vers quoi elle tend. Sa norme, c'est ce à quoi elle se soumet. Eh bien, quand je dis que le bonheur est le but de la philosophie, mais qu'il n'est pas sa norme, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'une idée me rend heureux que je dois la penser. Parce que sinon, beaucoup d'illusions confortables me rendraient bien plus facilement heureux que beaucoup de vérités désagréables ou angoissantes que je connais. Non, si je dois penser une idée, ça n'est pas parce qu'elle me rend heureux, c'est parce qu'elle me paraît vraie. C'est ce que Spinoza appelle la norme de l'idée vraie donnée. J'appelle, corrigeant Spinoza par Montaigne, la norme de l'idée vraie donnée ou possible. Ce qui me paraît au moins possiblement vrai. Et j'ai toujours dit que si le philosophe a le choix entre une vérité et un bonheur, il n'est philosophe ou digne de l'être qu'en tant qu'il choisit la vérité. Mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Mais le mieux, bien sûr, c'est une vraie joie. Et c'est pourquoi nous avons besoin de philosopher. C'est que si on ne vit pas dans l'illusion, dans le mensonge ou dans la mauvaise foi, on est confronté à un certain nombre de vérités désagréables, vis-à-vis desquelles il faut bien se dire comment je fais pour essayer de vivre le plus heureusement possible, le plus joyeusement possible. Autrement dit, c'est parce que la vie est tragique qu'on a besoin de philosophie. Pas besoin de philosophie pour ça. Vous n'allez pas lui faire un cours de philosophie sur le thème philosopher, c'est apprendre à mourir. Si quelqu'un vous menace d'une kalachnikov, l'urgence c'est de fuir ou d'abattre le quelqu'un en question. Vous n'allez pas lui faire un cours de philosophie sur la paix perpétuelle entre les nations. Non. Donc la philosophie n'est pas une priorité vitale. Il faut d'abord nourrir le corps avant de nourrir l'âme, disait déjà Thomas d'Aquin. Sur ce point, moi je suis d'accord avec lui. Et qui plus est, elle a besoin d'un certain confort minimal pour qu'on puisse philosopher valablement. Raison de plus pour se battre, pour que tout le monde ait un confort minimal. Parce que ce que vous dites de la philosophie, c'est vrai de tous les plaisirs les plus forts, les plus élevés, les plus raffinés. Pour écouter Mozart et pour l'apprécier, il faut un confort minimal. Bah oui. Quand on meurt de faim, on est à moins disposé à apprécier la musique de Mozart. Raison de plus pour faire que personne ne meure de faim. Pour apprécier des Flaubert que j'évoquais, ou Tchekhov, ou Sophocle, il faut un confort minimal. Oui, et raison de plus pour faire que tout le monde ait ce confort minimal. Autrement dit, ça n'est pas du tout une objection à faire à la philosophie que de constater qu'elle ne dispense pas d'assumer les urgences vitales. Il faut d'abord trouver à manger, d'abord éviter la guerre, la torture, la justice, etc. Et qu'elle a besoin, pour pouvoir se développer, d'un, je l'appelle, un confort minimal, qu'on ne souffre pas de la faim, qu'on ait un toit au-dessus de sa tête, qu'on ait des vêtements, etc. Bref, qu'on ne vive pas dans l'extrême de la misère. C'est vrai de tout ce qui fait de la vie autre chose qu'une vie animale. Eh bien, heureusement, alors nous sommes des animaux, mais nous ne sommes pas des bêtes. La différence, c'est justement l'esprit.
Eh bien, avant de s'occuper de l'esprit, il faut d'abord nourrir le corps. Là encore, Thomas d'Aquin a raison. Mais une fois qu'on a nourri le corps, il n'y a rien de mieux à faire que de s'occuper de l'esprit, qui est un désir dont la satisfaction dépend de nous. Vous ne pouvez pas vouloir qu'il fasse beau le week-end prochain. Ça ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez que l'espérer. Il ne sert à rien d'espérer prendre un parapluie. Ça dépend de vous. Ce n'est pas un objet d'espoir, c'est un objet de volonté. Et vous comprenez qu'il y a bien plus de bonheur possible dans le fait de désirer ce qui dépend de nous, donc de le faire. Auquel cas le désir complet, ça dépend de nous, donc on le fait. C'est le plaisir de l'action. Plutôt que dans le fait de désirer ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire d'espérer, et donc d'avoir peur. Qu'est-ce que ça retire à la musique de Mozart? Est-ce que pour aimer Mozart, on a besoin de croire que l'âme est une réalité immatérielle et que le cerveau n'a rien à voir là-dessus? Mais toute la neurobiologie vous donne tort. Si on vous fait un scanner pendant que vous écoutez Mozart, il ne se passe pas la même chose que si vous écoutez Beethoven ou Michael Jackson. Et donc, l'idée que tout ce qui est humain soit matériel, c'est partie du matérialisme, mais qui est de plus en plus, je veux dire, conforté par les sciences de la nature, à commencer par la neurobiologie. Ça ne retire rien à l'humanité de ce qui est vécu par cet organe matériel. Que Mozart soit écouté par un cerveau ou par une âme immatérielle, ça ne retire rien à Mozart. Et c'est pareil pour l'amour. Alors bien sûr que l'amour, c'est d'abord un phénomène biologique, mais comme tout ce qui est humain. Sauf que d'évidence, l'amour, ça ne se réduit pas à une histoire sexuelle. C'est ça qui est intéressant. Moi, le livre que vous évoquez s'appelle « Le sexe ni la mort », sous-titré « 3 essais sur l'amour et la sexualité ». Alors, le sous-titre, alors d'abord un mot sur le titre. Le titre, là encore un peu mystérieux, mais c'est un clin d'œil à la maxime peut-être la plus célèbre de La Rochefoucauld au XVIIe siècle. La Rochefoucauld écrit « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement ». C'est beau ça, hein? Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, des médecins sexologues pour le congrès de sexologie clinique à Paris m'avaient demandé de faire une conférence sur la sexualité. Ils m'ont demandé un titre avant même que je prépare la conférence, et le titre qui m'est venu, pensant à cette formule de La Rochefoucauld, c'était « Le sexe ni la mort ». Pas du tout que j'ai mis le sexe du côté de la mort, mais parce que j'ai mis le sexe du côté du soleil. Dans mon titre, « Le sexe ni la mort », le sexe prend la place du soleil. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Parce que j'avais l'idée en effet que le sexe, comme le soleil, ça nous chauffe, ça nous échauffe parfois. C'est à l'origine de toute énergie, de toute vie. Ça éblouit et ça fascine. Et donc, oui, tout commence par le corps, et le corps est sexuel. Mais d'évidence, nos histoires d'amour ne se ramènent pas à des histoires de fesses, si vous me permettez de parler vulgairement. Et c'est pourquoi j'ai repris dans ce livre, j'avais déjà évoqué rapidement dans le petit traité des grandes vertus, les 3 noms dont les anciens se servaient pour désigner 3 types d'amour différents, que j'appelle les 3 noms grecs de l'amour. Je les rappelle pour mémoire, on n'aura pas le temps de s'y attarder là. Le premier, c'est Eros, qui est moins la sexualité, comme on le croit souvent, que l'amour-passion. Eros, c'est l'amour que l'on ressent quand on est amoureux, mais vraiment au sens le plus fort du mot, quand on est dingue amoureux. Autrement dit, mesdames, Eros, c'est l'amour que vous ressentiez pour votre époux avant qu'il ne soit votre époux. Et pareil pour vous, messieurs. Alors je ne doute pas que pour certains d'entre vous, ça soit encore très bien aujourd'hui, c'est peut-être même mieux aujourd'hui qu'avant. Mais malgré tout, rappelez-vous à quel point c'était différent. Alors Eros, c'est l'amour-passion, c'est l'amour selon Platon, dans le banquet. Et donc, c'est ce que Platon pense comme étant un manque. Dans le banquet, Platon explique que l'amour est désir et le désir est manque. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour, écrit Platon. Et voilà pourquoi, si souvent, le bonheur est manqué. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'être heureux pour Platon? Pour Platon, mais comme pour que d'entre nous, être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Oui, mais si le désir est manque, on ne désire par définition que ce qu'on n'a pas. Et si on ne désire que ce qu'on n'a pas, par définition, on n'a jamais ce qu'on désire. Et c'est pourquoi, si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, si vous ne savez aimer que ce qui vous manque,
inévitablement donner raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Sauf que notre expérience s'inscrit en faux contre ça. Ce qui donne tort à Platon, c'est qu'il existe parfois des couples heureux. Non pas, bien sûr, parce qu'il aurait trouvé le secret de faire durer le manque dans la présence. Comment voulez-vous manquer de celui ou celle qui partage votre vie, qui est là tous les soirs, tous les matins? Arrêtez de rêver. Comment voulez-vous rester amoureux de celui ou celle avec qui vous vivez depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans? Ça n'existe que dans les mauvais romans d'amour. Et pourtant, nous savons, et nous savons d'expérience directe pour plusieurs d'entre nous, nous savons qu'il existe parfois des couples heureux. Ça veut dire que le manque n'est pas la seule vérité de l'amour. Ça veut dire qu'il y a une autre façon d'aimer. Alors, qu'en grec on n'appelle plus éros, mais philia. Qu'on traduit un peu platement par amitié, mais plus on peut traduire par amour. Philia, c'est l'amour de ceux qui ne manquent pas. Et philosophiquement, philia, c'est l'amour selon Aristote. Et c'est l'amour selon Spinoza. Selon Aristote, puisque Aristote écrit dans l'Éthique à Nicomaque, aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est se réjouir. Et là, vous comprenez que tout s'inverse. Parce que si l'amour est joie, si aimer pour vous, c'est vous réjouir, alors clairement, Aragon a tort. Il n'y a pas d'amour malheureux. Sauf dans le deuil. Parce que le deuil recrée le manque, bien sûr. Spinoza écrit, l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Autrement dit, aimer, c'est se réjouir de. Bref, il y a deux façons d'aimer. Soit vous ne savez aimer que ce qui vous manque, et dès que vous l'avez, ça ne vous manque plus, donc vous ne l'aimez plus. C'est la logique de Don Juan. Il aime une femme parce qu'elle lui manque, il la prend, elle ne lui manque plus, il la laisse. Soit vous vous réjouissez de ce qui est. C'est plus Eros, c'est Philia. C'est plus l'amour selon Platon, c'est l'amour selon Aristote et Spinoza. C'est plus le manque, c'est la joie. Alors, un exemple, j'en peux terminer avec ces deux amours-là. Peut-être avez-vous dit, messieurs, il y a maintenant deux mois, le 14 février dernier, lors de la dernière Saint-Valentin, peut-être avez-vous dit à votre épouse, à votre compagne, ma chérie, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, toi et moi, eh bien tu vois, depuis 15 ans, je suis aussi amoureux de toi qu'au premier jour. C'était gentil. Non, non, c'est vrai, bon, c'était bien d'avoir pensé à la Saint-Valentin, c'était gentil de lui dire ça plutôt qu'une vacherie. Le seul problème, bien sûr, c'est que c'était faux. Vous n'espérez pas qu'il vous a cru, quand même. Elle a bien vu la différence, elle. C'était un gentil mensonge, voilà. Et vous savez, dans un couple, un mensonge, même gentil, c'est toujours un peu inquiétant. Parce qu'elle est savoir où s'arrête la gentillesse et où commence la lâcheté. Surtout lorsqu'il s'agit d'un homme, chez qui ces deux traits de caractère, gentillesse et lâcheté, sont tellement proches qu'ils sont en vérité à peu près indiscernables. Bref, messieurs, faites-moi plaisir, ou plutôt faites-lui plaisir. Lors de la prochaine Saint-Valentin, vous avez 9 mois et demi pour rendre le propos crédible. Lors de la prochaine Saint-Valentin, dites plutôt à votre compagne, ma chérie, ça fait 16 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 16 ans, la principale cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme. Parce que là, vous faites une déclaration d'amour, au moins possiblement vraie, et autrement émouvante entre deux soit dit, que de faire semblant absurdement de manquer de celle qui d'évidence ne vous manque pas, puisqu'elle vous fait depuis 15 ou 16 ans ce cadeau bouleversant de partager votre vie et votre vie. Soit vous aimez ce qui vous manque, soit vous aimez ce qui vous réjouit. Eh bien, je vais vous dire, il est autrement important et émouvant d'aimer ce qui réjouit que d'aimer ce qui manque. N'importe quel pauvre est capable d'être en manque. N'importe quel gamin de 15 ou 16 ans est capable de tomber amoureux, y compris de vedette de la chanson qu'il n'a jamais rencontré. Mais oui, aimer ce qui manque, c'est facile. Se réjouir de ce qui est, c'est autrement important, autrement émouvant. Et puis enfin, agapé. Agapé, troisième mot grec, mais que Platon n'a jamais utilisé, ni Aristote, ni Épicure. C'est du grec, mais ça n'est pas du grec classique.
Ce qui s'est produit, c'est que quelques 3 siècles et demi après la mort d'Aristote, dans un coin particulièrement paumé de l'Empire romain, quelqu'un qui n'était même pas grec, même pas romain, un petit métèque quelconque, s'est mis à tenir dans un improbable dialecte hébraïque, en araméen, semble-t-il, des propos étranges. Il disait « Dieu est amour ». Il disait « Aimez-vous les uns les autres ». Il disait « Aimez vos ennemis ». Le plus étonnant, c'est qu'il y en a qui ont cru, qui se sont dit « Mais c'est formidable ce que dit ce type, il faut le dire au monde ». Alors aujourd'hui, on le traduirait en anglais, on le mettrait sur Internet. À l'époque, il faut le traduire en grec, parce que c'est l'Empire romain, mais la langue cultivée de tout le bassin méditerranéen, c'est toujours le grec. À l'époque, il faut le traduire en grec et faire à pied le tour de la Méditerranée. Eh bien, si vous écrivez en grec « Dieu est amour », alors on va essayer. « O Théos Eros Estin » Dieu est amoureux. Ah bon, de toi? Non, ce type est fou. Le type qui me dit « Dieu est amoureux de moi » est un malade mental. Aimez vos ennemis, soyez amoureux de vos ennemis, mais c'est une perversion. Et même aimer votre prochain, mais le prochain c'est tout le monde, c'est n'importe qui, je ne vais pas tomber amoureux de tout le monde et de n'importe qui, ce serait une maladie. Donc pour traduire l'amour évangélique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, Eros, ça n'allait pas du tout. Philia, ça allait un peu mieux, je ne veux pas être trop long, mais ça coinçait malgré tout. Parce que Aristote avait écrit, il y a quelques ridicules à se croire l'ami de Dieu. Et parce que vos amis, ce n'est pas ceux qui vous aiment comme ils aiment n'importe qui. Vos amis, c'est ceux qui vous aiment davantage qu'ils n'aiment les autres. C'est ceux qui vous préfèrent. Vous voyez, celui qui vous dirait Dieu est mon ami. Comme Jean aurait pu dire Jésus est mon ami. Jean, celui que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait. On pourrait dire, mais Jésus aimait tout le monde, oui. De l'amour, de charité, agapé. Mais Jean était autre chose. Il avait pour lui un amour d'amitié, filial. Ça veut dire qu'il préférait Jean. Il avait la même charité pour Judas, Jean, Pierre, mais il avait une préférence, une amitié pour Jean. Eh bien, celui qui vous dirait Dieu est mon ami, ça voudrait dire Dieu me préfère. À nouveau, c'est parfaitement ridicule. Et puis, on choisit cet ami. On ne choisit pas son prochain. Donc, vous voyez, pour traduire l'amour évangélique, Eros, ça n'allait pas du tout, Philia, ça n'allait pas très bien, et donc les premiers chrétiens n'ont pas inventé un mot, mais sont allés chercher, c'est pas hasard, un mot qui n'est attesté en grec que dans un texte juif, à savoir la traduction en grec de la Bible hébraïque, la Septante. Ils sont allés chercher ce mot d'agapé, que les latins traduiront par caritas et les français par charité, pour exprimer cet amour que Jésus professait, d'autant plus singulier qu'il se veut universel. Alors il n'y a pas à choisir entre les trois, Eros, Philia, Agapé. Les trois, enfin les deux premiers font partie de notre expérience. On a tous été amoureux, souvent plusieurs fois, et on a tous des amis, on a presque tous vécu en couple. Agapé, je ne sais pas si c'était une expérience ou un idéal, c'était un peu les deux. Mais même si Agapé ne brille que par son absence, cet amour-là brille, il nous éclaire. Et donc il n'y a pas à choisir entre ces trois amours, il n'y a pas non plus à les séparer totalement. Là je vais très vite, donc je marque fortement l'écart. En vérité, nous vivons dans les trois, et il faut apprendre à les vivre ensemble. Mais bien sûr, la première chose à faire, c'est d'abord de ne pas les confondre. A raison de vouloir faire appliquer la loi, et Antigone, en tant qu'individu, a raison de vouloir enterrer son frère mort dans les rites religieux de l'époque. Ils ont raison l'un et l'autre, et donc leur conflit est sans issue. Et ça, Aristote le dit. Hein, le tragique, c'est le conflit, surtout entre amis. Hegel le dit, le tragique, c'est le conflit sans issue, c'est la contradiction non résolue. Eh bien, la politique est tragique. Parce que les conflits qui nous opposent politiquement, contrairement à ce qu'on se plaît à penser à droite comme à gauche, c'est pas le conflit qui opposerait le bien et le mal, le vrai et le faux. C'est le conflit qui oppose deux biens légitimes l'un et l'autre, mais partiellement incompatibles, qui oppose deux légitimités. Je caricature exprès parce qu'on a peu de temps. Mais quand le discours de gauche convenu dit « la misère c'est affreux, donc il faut augmenter le salaire minimum », après tout c'est raisonnable.
C'est vrai que vivre avec le SMIC, qui doit être 1200 €, donc quasiment la même chose en France suisse maintenant, c'est pas facile. Mais quand la droite dit il faut réduire les déficits parce qu'on est en train de faire peser une dette effrayante sur nos enfants, il faut ralentir l'augmentation des salaires parce qu'on perd de la productivité, que ça détruit des emplois et que ça augmente le chômage, elle a raison aussi. Autrement dit, ce qui est tragique dans ce conflit-là, c'est que la droite et la gauche ont partiellement raison l'une et l'autre. Et donc, assumer ce qu'il y a de tragique dans la politique, c'est rompre avec le confort idéologique des deux camps. Il y a une partie des gens de droite qui sont convaincus que la gauche, ça n'est qu'un ramassis d'imbéciles et de paresseux, et qui ne seront satisfaits que lorsque la gauche aura disparu. Bien sûr, ça n'arrivera jamais. Et il y a une partie des gens de gauche qui sont convaincus que la droite, ce n'est qu'un ramassis d'imbéciles et de salauds, et qui ne seront satisfaits que quand la droite aura disparu. Ça n'arrivera jamais. Assumer une pensée tragique en politique, c'est dire, ben voilà, qu'il y ait du conflit dans une société, c'est normal. Ça fait partie de la condition humaine. Et ce conflit ne pose pas les bons et les méchants. Il oppose des points de vue qui ont l'un et l'autre leur légitimité. Et c'est pourquoi le conflit qu'il oppose, justement, est tragique. Deuxième forme de tragique, en politique, la politique n'est pas morale. La morale n'est pas politique. Autrement dit, ça serait formidable, ça serait non tragique, si la politique et la morale allaient toujours dans le même sens. Mais justement, ce n'est pas le cas. La morale n'est pas politique, ça veut dire la morale n'est ni de droite ni de gauche. La politique n'est pas morale, ça veut dire que celui qui gouverne, c'est pas le plus vertueux, c'est celui qui a gagné les élections. Et si on n'accepte pas de voir en face cette dualité, cette disjonction entre la morale et la politique, on ne comprend rien ni à l'une ni à l'autre. C'est justement parce que morale et politique sont deux choses différentes et indépendantes l'une de l'autre qu'on a besoin des deux précisément. Bref, ne comptez pas sur la morale pour tenir lieu de politique. Arrêtons avec le politiquement correct qui en vérité dans nos pays est presque toujours un moralement correct, c'est-à-dire la dictature des bons sentiments. Ne comptez pas sur la morale pour tenir lieu de politique, mais ne comptez pas davantage sur la politique pour tenir lieu de morale. La vérité tragique, c'est que morale et politique sont deux choses différentes. Encore une fois, c'est pourquoi nous avons besoin d'eux. C'est la sagesse même. Bref, la sagesse, ça n'est pas d'aimer le bonheur. Pas besoin d'être sage pour aimer le bonheur. N'importe quel con est capable d'aimer le bonheur. La sagesse, ce n'est même pas l'amour de la sagesse. Pas besoin d'être sage pour aimer la sagesse. N'importe quel philosophe en est capable. Philosophe, c'est l'amour de la sagesse. Mais la vraie sagesse, c'est pas l'amour du bonheur. La vraie sagesse, c'est pas l'amour de la sagesse. La vraie sagesse, c'est l'amour de la vie. Heureuse ou malheureuse, sage ou pas. Et bien sûr, aucune vie n'est heureuse ou sage dans son entier. Bref, ce n'est pas le bonheur qu'il faut aimer, c'est la vie. Mais quand on aime la vie, on est plus facilement heureux et moins souvent malheureux que quand on ne l'aime pas. J'aime la vie, on peut terminer sur ces paroles de Montaigne.